Aujourd'hui, on va s'intéresser à un homme qui a tué plus de 700 personnes. Et quand on lui demande ce que ça fait d'avoir fait couler autant de sang, il répond simplement « J'ai fait mon devoir ». Bienvenue à Retropolis. Cette réponse presque glaciale de Simoia, le meilleur sniper de l'histoire, nous invite à réfléchir sur la nature même de la violence. Alors aujourd'hui, enfilez votre parka et mettez votre bonnet car on va aborder l'une des questions les plus glaciales de la philosophie politique, quand la violence devient-elle légitime ? Deux soldats soviétiques avancent prudemment. Ils font partie des éclaireurs de l'armée rouge qui vient tout juste d'envahir son petit voisin finlandais, déclenchant ainsi la guerre d'hiver. Le premier soldat avance prudemment à l'affût du moindre signe, du moindre son. Mais rien ne vient troubler le silence glacial de l'hiver. Un éclair, puis à nouveau le silence. Le survivant sent un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. Il en est convaincu. C'est elle, la mort blanche. Il sait qu'elle est là, toute proche. Une silhouette blanche prend alors forme dans le blizzard. C'est lui, le sniper le plus meurtrier de l'histoire. On peut le dire, les deux soldats soviétiques, face à Simoia, ils n'avaient absolument aucune chance. Simoia, c'était le cauchemar de l'armée rouge. Et même les soldats les plus aguerris, ils tremblaient à la simple évocation de son nom, ou plutôt de son surnom, Belaya Smert, ce qui en russe signifie donc la mort blanche. Dans l'imaginaire russe, Belaya Smert, c'était littéralement un surhomme. Un super soldier façon propagande soviétique. Les pauvres, ils sont tellement loin du compte. Car vous allez le voir, l'origine story du soldat de l'hiver, eh bien, ça ressemble plus à L'amour est dans le pré qu'à Capitaine America. 15 ans plus tôt, le soleil se lève sur Raujärvi, un petit village du sud-est de la Finlande, juste au bord de la frontière soviétique. C'est là que Simo passe ses jeunes années, travaillant comme fermier et éleveur. Simo ne paie pas de mine, 1,50 m seulement, et rien, absolument rien, ne laisse imaginer qu'il deviendra un jour le plus grand sniper de tous les temps. Enfin, presque rien. Parce que Simo, il a une passion, une seule, et c'est la chasse. Déjà à cette époque, il peut rester des heures immobile dans la neige, silencieux, patient, jusqu'à ce que sa cible s'aligne parfaitement dans son viseur. Des qualités qui lui permettent de se taper une bonne côte de cerf bien grillée. Alors oui, j'entends déjà d'ici les militants anti-chasse hurler. Et ce sera l'occasion pour nous de se poser la première vraie question sur la violence légitime. Pour rappel, Simoia, il vit en 1925 dans le trou du cul de la Finlande. Pas de supermarché, pas de rayon boucherie et pas de steak sous film plastique dans un environnement aseptisé. Pour Simo, la chasse c'est ni un loisir ni une pulsion sadique, non, c'est une nécessité vitale. Hannah Arendt, dans son livre De la violence publié en 1970, rappelle une chose. La violence n'est jamais une fin en soi et elle n'a de sens que par le but qu'elle sert. Chez Simo, le geste violent, il n'est jamais gratuit. D'abord, il est motivé par la survie, donc se nourrir, puis, comme on va le voir, il va être motivé par la nécessité de défendre son pays. Mais avant de faire parler la poudre sur le front de la guerre d'hiver, Simo il va d'abord mettre son fusil au service de son pays durant son service militaire. Simo, il va littéralement exploser tous les records. Et à vrai dire, c'est à partir de ce moment-là que sa légende va véritablement naître. 16 cibles placées à 150 mètres détruites en moins d'une minute. Alors quand l'URSS envahit la Finlande le 30 novembre 1939, Simo il est immédiatement rappelé sous les drapeaux, évidemment en tant que sniper. Il est envoyé sur la frontière dans la région de Kola où 4 divisions russes progressent inexorablement. Le rapport de force, il est catastrophique. Environ un soldat finlandais pour 100 soviétiques. Et c'est donc dans ce contexte que Simo il va avoir sa toute première mission, éliminer un terrible sniper de l'armée rouge. Alors, si vous imaginez une confrontation hollywoodienne, je vous le dis tout de suite, deux snipers qui s'affrontent, c'est juste chiant.
C'est surtout de l'attente, beaucoup d'attente. Qu'est-ce que t'attends mal? J'ai jamais vu un mec attendre aussi mal que toi. Oui, ben ça va avec ça maintenant. Et encore un peu d'attente. Mais pour Simo, attendre des heures dans le froid, ça ne lui pose pas de problème. Alors, il patiente. Il observe. Et quand la silhouette du sniper soviétique apparaît enfin, Simo est prêt et n'hésite pas une seconde. Le jeune sniper finlandais vient de tuer un homme pour la toute première fois de sa vie, et c'est quand même intéressant de se demander comment est-ce qu'il a vécu cela, et surtout comment est-ce qu'il l'a justifié moralement. On pourrait commencer par citer la définition un peu classique de Max Weber qui dit que l'État seul détient le monopole de la violence légitime. Selon cette idée, Simo, il n'a fait qu'obéir, et il serait donc l'instrument de l'État finlandais qui se défendrait face à une invasion extérieure. Sauf que, dans cette forêt glaciale, il n'y a ni État, ni drapeau visible, ni même un officier derrière son épaule pour lui dire quoi faire. Non, il n'y a que Simo, son fusil et sa conscience. Et c'est ici que la question de la violence légitime prend une dimension profondément personnelle. Simo, il ne tire plus uniquement pour la Finlande, il tire parce qu'il croit défendre son droit de vivre libre. C'est exactement ce que Kant appelle le devoir intérieur. Le devoir qui s'impose à nous, non pas parce qu'on nous l'ordonne, mais parce que notre propre raison le trouve juste. Et pour Simo, ce premier tir, il est donc parfaitement justifié et moralement assumé. C'est donc un premier kill pour notre sniper finlandais, et il va pas en rester là, loin de là. Il enchaîne les missions avec succès, et son compteur ne fait que grimper, au point qu'une véritable psychose commence à naître dans les rangs de l'armée rouge. Alors, ils décident de passer à la vitesse supérieure et ils vont mobiliser toute une division d'artillerie pour se débarrasser de ce sniper finlandais. Et résultat... Loupé, loupé, encore loupé, 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 loupé. Bon, les gars. D'un point de vue purement matériel, la réaction des soviétiques, elle est complètement démesurée. Et c'est littéralement la définition de la disproportionnalité. Mais si l'on change de perspective et que l'on quitte le terrain des chiffres pour s'intéresser à celui de la psychologie et de la stratégie, eh bien alors ce déchaînement de violence peut paraître effectivement cohérent. Pourquoi ? Eh bien parce que Simo Häyhä, il n'est plus un simple soldat. Il devient un cauchemar collectif pour les soviétiques, un spectre, un fantôme qui rôde dans la neige. Or, cette violence psychologique-là, elle est tout aussi décisive et dangereuse que les balles. Mais comment ? Comment un seul homme a pu tenir tête à toute une armée? Eh bien en fait, la réponse est une combinaison de plusieurs techniques très personnelles qui ont fait de lui le fantôme du blizzard. Son fusil d'abord qui est dérivé d'une arme russe et sur lequel il a fait retirer la lunette de visée qui d'une part peut créer des reflets et d'autre part l'oblige à se redresser un peu pour tirer. Une autre de ces techniques, c'est qu'il mange de la neige, évitant ainsi la création de buées lorsqu'il respire, une buée qui signalerait irrémédiablement sa position à l'ennemi. Son gabarit est également un sacré avantage. Avec son 1m50, il peut se dissimuler facilement, d'autant plus qu'il a pris l'habitude de tasser la neige autour de lui pour éviter les projections aérosols lorsqu'il déclenche son tir. Ce sont toutes ces techniques cumulées qui font de Simo Häyhä un sniper d'une redoutable efficacité. Tellement redoutable qu'on pense que le 21 décembre 1939, il a abattu, tenez-vous bien, 25 personnes dans la même journée. Et en tout, sur les 100 jours qu'auront duré le conflit, on estime que la mort blanche, à lui seul, a fait passer à trépas entre 500 et 700 soldats soviétiques. Mais il fallait bien que la légende de Simo Häyhä prenne fin. Le 6 mai 1940, par une matinée glaciale, Simo participe à une contre-offensive dans la région qu'il arpente depuis des mois. Cette fois, il n'est plus en retrait, caché dans la neige, il est sur la ligne de front. Il mène ses hommes au combat. Simo ne sait pas encore, mais parmi les lignes ennemies se trouve un terrible sniper soviétique. Une balle explosive frappe son visage. La mort blanche titube, s'écroule, puis tente de ramper sur quelques mètres avant de s'immobiliser dans une mare de sang. Et quand ses camarades le retrouvent, ils vont affirmer qu'il lui manquait la moitié de la tête.
Une semaine plus tard, contre toute logique, Simo il va sortir du coma. Et ironie du sort, il se réveille le jour où l'armistice est signé entre la Finlande et la Russie. Alors il va pas s'en sortir indemne non plus. Son corps porte désormais la marque indélébile de la guerre. On peut tuer pour une cause juste, on peut agir par devoir, on peut même être considéré comme un héros, mais personne ne traverse la violence sans en porter la marque. La mort blanche, le sniper le plus redoutable de l'histoire, s'est éteint paisiblement le 1er avril 2002. Mais sa légende, elle n'a cessé de grandir. Aujourd'hui, on croit Simo Häyhä dans des jeux vidéo, de Call of Duty à Tekken, mais également dans des mangas comme Valkyrie Apocalypse. Simo, il est devenu une véritable icône guerrière de la culture populaire. Et pourtant, c'est en Finlande, sa terre natale et celle qu'il a protégée, que son héritage est le plus difficile à porter. Car Simo, c'est une figure paradoxale. Il inspire le respect, certes, mais aussi un certain malaise. Ce paradoxe, il dit quelque chose de nos sociétés modernes. D'un côté, on veut la sécurité, mais de l'autre, on se refuse à regarder en face la violence qui l'a rendue possible. Et Simo Häyhä, il nous oblige à faire face à cette contradiction. Et c'est peut-être d'ailleurs pour cette raison que la légende de Simo Häyhä continue de nous fasciner autant aujourd'hui. Gardez ça en tête, gardez un œil sur le passé, et à plus Rétropolis.